Aujourd'hui, je suis allé à la Fnac pour acheter ce bouquin. Il faut que je vous raconte cette histoire. Tout commence en septembre 1993, je suis étudiant en première année de psychologie. À cette époque, mais c'est encore le cas aujourd'hui, en première année de psycho, on suit des enseignements de toutes les disciplines. Psychopathologie clinique, psychologie du développement, psychologie sociale, psychologie cognitive, psychologie différentielle et psychanalyse. Jusqu'ici, tout va bien. J'avais découvert les concepts de la psychanalyse de Freud en cours de philosophie en terminale. Inconscient, subconscient, refoulé, moi, surmoi, etc. Et j'avoue, j'avais découvert tout ça avec une certaine curiosité, au point que j'avais acheté quelques ouvrages comme L'interprétation des rêves et Totem et tabou. J'en étais au balbutiement de mes connaissances en psychologie, et j'avais de la psychologie la représentation basique, standard, du français moyen. Mais je dois ajouter aujourd'hui la représentation totalement erronée et à côté de la plaque de ce qu'est réellement la psychologie. Pour la faire courte, quand vous pensez que la psychologie c'est un vieux monsieur barbu qui écoute une personne allongée sur un divan et qui raconte sa vie, vous avez tout faux. Ajoutez à cela que le vieux monsieur barbu interprète et donne à la personne la signification réelle de ce qu'elle raconte, et vous cochez toutes les cases de la représentation de comptoir de la psychologie. Les deux points que je viens de citer, raconter sa vie allongée sur un divan, interpréter, donner un sens souvent ésotérique de ce que la personne raconte, ne correspondent pas à la psychologie. Ce sont deux points d'une méthode particulière, la psychanalyse. Bref, me voici donc à suivre mon premier cours de psychanalyse. L'amphi est bondé, environ 950 étudiants. Le prof entre, avance vers la table sur l'estrade, il pose son sac sur la table, l'ouvre et en sort un livre. Sans même nous dire bonjour, il s'assied et tend bien haut son livre. Il nous explique que c'est son bouquin et qu'il est fortement recommandé de le lire si on veut avoir une chance de réussir son examen. Il y a un exemplaire à la BU. On est 950. Mais il est aussi en vente à la Fnac. Ensuite, le prof se lève et écrit toutes les références du livre au tableau. Un prof qui commence son cours en nous conseillant d'acheter son bouquin, j'aurais dû me douter qu'il y avait anguille sous roche. Ajoutez à cela qu'avec le recul, je me rends compte que son cours était assez sommaire et vous avez tous les ingrédients de l'imposteur. Il se contentait de reprendre les cas de Freud et il illustrait avec ses propres patients. L'homme au rat, l'homme au loup, le cas Dora, le petit Hans, et il saupoudrait un peu de sa propre pratique dans tout ça. Petite précision, on sait aujourd'hui que tous ces cas ne sont que pure invention issue de la créativité du cerveau du vieux monsieur barbu. Des cas fabriqués de toutes pièces pour illustrer à la perfection les concepts du même vieux barbu. Hystérie, névrose, phobie, etc. Et oui, parce que le prof a aussi un cabinet en ville, et il pratique en libéral. Il ne manquera pas d'ailleurs de nous expliquer que pour devenir nous-mêmes psychanalystes, il nous faudra faire une analyse. À 250 francs, à l'époque, la séance proposée à 950 étudiants, clients potentiels, c'est le jackpot. Bref, tout cela aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mais bon, je suis un étudiant sérieux, donc j'achète son bouquin et... Non, je ne commence pas une analyse. Je lis son ouvrage. Je peux le dire aujourd'hui en toute franchise, je ne comprenais rien à ce que je lisais. C'était du charabia, de la bouillie de mots volontairement complexifiés à outrance pour asseoir une forme de suprématie. Tu ne comprends pas ce que je dis ? C'est normal, tu n'es pas psychanalyste, toi. Je vous lis un passage du livre. Si le psychanalyste devient conscient qu'il s'agit de projection, il pourra rendre l'angoisse tolérable et la retourner transformée à travers ses interprétations. En analysant de manière détaillée le jeu complexe des affects transférentiels, le psychanalyste favorisera chez le patient la transition entre un fonctionnement primitif et un fonctionnement mieux intégré,
ainsi qu'un meilleur accès au sens symbolique inconscient, c'est-à-dire à la représentation symbolique. Par contre, si le psychanalyste reste silencieux, ou s'il retourne les projections sans les avoir transformées, le patient risque d'éprouver une angoisse désorganisatrice. En fait, j'aurais dû comprendre à l'époque que le principe d'interprétation est l'erreur fondamentale de toute pratique psychologique. La psychologie, c'est de la compréhension appuyée sur des preuves scientifiques. Ce n'est pas de l'interprétation. Par exemple, lorsque notre prof de psychanalyse disait « Un homme qui porte une cravate exprime symboliquement son désir de puissance car la cravate est le substitut du phallus. La cravate est la représentation symbolique d'un pénis en érection, donc de la puissance du mâle. » Eh bien ça, c'est une interprétation. Qu'est-ce qui prouve que l'intention de celui qui porte une cravate est d'exprimer sa puissance? Rien. Mais les psychanalystes ont la parade, parce que c'est l'inconscient. Mais moi, étudiant de première année de psychologie, j'étais naïf. J'étais à l'écoute du professeur qui détenait le savoir, d'autant plus que c'était lui qui allait corriger ma copie d'examen et me donner une note qui déciderait de mon avenir, car sans réussite, je terminerais à l'ANPE. Oui, à mon époque, le service public de l'emploi s'appelait Agence nationale pour l'emploi. Si je résume, nous avons donc 3 caractéristiques de cette psychanalyse. Un verbiage volontairement complexifié pour se donner une apparence de science, une interprétation que seuls les psychanalystes maîtrisent, une auto-justification de la véracité de leur interprétation. La psychanalyse fait donc tout l'inverse de ce que préconise Nicolas Boileau-Despréaux. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, devient donc la psychanalyse n'est qu'un tissu d'ânerie, il faut l'énoncer de manière incompréhensible. En fait, à bien y regarder, l'interprétation psychanalytique ressemble, à s'y méprendre, à la divination du voyant. Les personnes consultent un voyant car il est le seul à détenir ce pouvoir de lire dans l'avenir. De la même manière, les personnes consultent un psychanalyste parce qu'il est le seul à détenir ce pouvoir de lire dans les pensées et de vous donner l'interprétation. Mais tout comme le voyant se plante dans environ 100% de ses prédictions, le psychanalyste raconte 100% de bullshit. Bullshit veut dire merde de taureau en anglais. Si vous êtes amateur des séries documentaires de type crime, faites entrer l'accusé, jusqu'au bout de l'enquête, les enquêtes impossibles, etc., vous constaterez que, souvent, une expertise psychologique de l'accusé est demandée, et comme elle est souvent à charge, la défense demande une contre-expertise, et cette contre-expertise vient dire tout le contraire de la première. Cela va sans dire, mais cela va mieux en le disant, dans 99,99% des expertises, celles-ci sont réalisées par un psychanalyste, ou un psychiatre, ou un psychologue, qui utilise la méthode psychanalytique. Quand 2 psychanalystes donnent 2 évaluations contraires d'une même personne, que peut-on en conclure? Rien. Donc, au final, la psychologie, c'est quoi? La psychologie est une science, et pour prouver de manière certaine, scientifiquement, l'existence d'un phénomène, il faut faire la démonstration que ce phénomène est présent dans une partie statistiquement significative de la population. Par exemple, Daniel Gilbert, professeur de psychologie à Harvard, et Adam Mastroianni, doctorant à l'université de Columbia, s'intéressent à ce sentiment que beaucoup d'individus expriment « c'était mieux avant ». Ils conduisent une étude sur plus de 220 000 Américains entre 1949 et 2019. Il montre alors que 84% considéraient que les valeurs morales étaient en déclin. Ce chiffre est en soi une preuve de l'existence du phénomène. Il n'y a pas d'interprétation. Juste peut-on dire que plus de 8 personnes sur 10 pensent que c'était mieux avant. Point.
Il n'y a pas d'interprétation mystérieuse du type l'individu présente des épisodes symptomatico-pulsionnels caractérisés par un passage à l'acte incontrôlable et alimenté par une énergie psychique issue d'un refoulement de la libido dont le ressort principalement hédonique est à rechercher dans un psychisme scindé dont le principal se nourrit d'une pensée dissonante de type « c'était mieux avant ». Non. Ensuite, cette étude du professeur Gilbert permet de rapprocher ces chiffres de la réalité des valeurs morales. Et on découvre que sur plus de 4 millions de personnes interrogées entre 1965 et 2020, la moralité que les participants rapportaient chez leurs contemporains était stable dans le temps. Ce qui permet de dire que le sentiment de « c'était mieux avant » est une illusion appelée aussi biais cognitif. Il n'y a aucun besoin d'interprétation dans tout cela. Il faut juste maintenant trouver le moyen d'amener les personnes à corriger leurs fausses croyances. Je vous donne les liens vers l'article original en anglais et un article de vulgarisation en français. Donc, pour la cravate de mon prof de première année, qui serait un symbole phallique, il faudrait interroger un grand nombre d'hommes et montrer que la grande majorité d'entre eux reconnaissent que le matin, quand ils s'habillent, ils mettent une cravate car ils souhaitent montrer à leur entourage leur volonté d'écraser tout le monde, leur souhait de rabaisser plus bas que terre tous leurs interlocuteurs. Mais personne n'a jamais fait cette démonstration. En même temps, ça paraît difficile à faire car je doute qu'un homme vous tienne un tel discours. Moi-même, quand je mets une cravate, c'est juste pour respecter les codes vestimentaires professionnels. Je suis bien trop vaillant pour penser une chose pareille. Conclusion. Bref, vous l'avez compris, on enseigne aujourd'hui encore à l'université une méthode psychanalytique qui relève plus de la charlatanerie que du sérieux scientifique. Et c'est justement le propos de ce livre que je vous conseille si le sujet vous intéresse. Si cette psychanalyse ne concernait que des bobos prêts à payer des sommes folles pour pouvoir raconter leur vie allongée sur un divan, on pourrait se contenter d'en rire. Mais comme je l'explique dans cet article, la méthode psychanalytique est présente dans quasiment toutes les expertises psychologiques pour les crimes d'assises. Des personnes peuvent être envoyées en prison sur la base d'une analyse de la personnalité construite sur l'interprétation farfelue résumée dans un charabia qui utilise la terminologie psy dans ce qu'elle a de plus controversé. En bonus, dans ce sketch, Chevalier et Las Palès font une interprétation des rêves en se moquant allègrement des psychanalystes. Mais ils ne croyaient pas si bien dire. Leur sketch est construit sur la même rhétorique bidon d'une interprétation sans fondement que font les amis de Freud dans leur cabinet.